j'ai la lourde charge de faire un point sur comment intégrer le bien-être animal dans les cahiers des charges. Quand Romain et Hervé m'ont donné ce beau sujet, je me suis dit waouh, c'est pas forcément facile. Donc ça m'a permis de me reposer un certain nombre de questions et de se dire comment, pourquoi je suis là et comment on en est arrivé là. Je vais faire un peu de rétrospective et en effet, c'est un point de vue, j'ai essayé de prendre une vision assez globale, d'essayer d'illustrer un petit peu ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années dans la grande distribution et comment on a pu intégrer en effet cette notion de bien-être animal. On va parler de la conformité minimale à un engagement proactif. Il y a eu une première période, c'était début des années 2010, de 2010 à 2015, où on peut considérer que les distributeurs, en tant que salariés de la distribution, on était un peu comme un lapin dans les phares. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On nous parle de bien-être animal, on nous met un petit peu en avant, on nous met des petits coups de pied au cul sur certaines ONG, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Juste, je voulais remettre ça un petit peu en perspective. Nous, alors, je vais faire un parallèle qui est peut-être pas très heureux sur les définitions du bien-être animal. Nous, on doit travailler sur le bien-être de notre consommateur. Donc on doit travailler ses besoins et on essaie d'identifier ses attentes aussi. Et en 2015, on était à la sortie de la crise, on était encore dans la crise de 2007-2008, économique qui était assez forte. Et les attentes du consommateur, elles étaient quand même assez simples. C'était en effet consommation durable dans le sens où il voulait une alimentation locale, mais aussi une alimentation saine. Et puis aussi de retrouver un peu de plaisir pour sortir de cette crise, qui entre nous n'est toujours pas finie, mais de retrouver un petit peu du plaisir de manger. Et donc voilà, on avait ces contraintes-là, et voilà. Et j'ai retrouvé une étude qui disait qu'en effet, les critères d'importance pour les clients dans l'achat de leurs produits frais, c'était des produits de bonne qualité à 23%, des prix intéressants, et on en retrouve toujours sur ce sujet du prix. Et on va dire en effet la dichotomie qu'on peut avoir en tant que citoyen et consommateur entre je veux des choses et au final je regarde quand même combien ça me coûte. Des produits de saison, du bon goût, des produits locaux. Et puis des notions sans OGM, promotion intéressante, large choix de produits, donc des produits de label de qualité, donc des attentes qui sont très variées, mais on ne retrouvait pas quand même à l'époque des notions de bien-être animal, hormis sur le label, sur en effet ces perceptions de conditions d'élevage. Et puis, du coup, notre réponse pour les enseignes, c'était quoi? En effet, se dire, on doit proposer une alimentation plus saine. Donc, on identifie ce qui pose problème dans l'alimentation. Et puis, on fait des raccourcis. Donc, l'alimentation des animaux, on va dire, on va supprimer les OGM pour répondre aux attentes des clients qui veulent du sans OGM. Et puis, en effet, il y avait cette montée des antibiorésistances en disant, on va supprimer les antibiotiques. Et puis, c'était assez dogmatique, c'est suppression, vous débrouillez pour supprimer ça. Obligation de résultats et pas forcément de moyens. Donc, pour faire simple, sans antibiotiques en élevage, c'est quoi? Vous faites des lots à part, ou dès qu'il y a des animaux qui sont traités par les antibiotiques, vous les mettez de côté, et quelque part, on ferme les yeux sur le débouché. Et puis, dans tout ça, on avait des cahiers des charges, donc on mettait un petit peu nos exigences de façon très formelle, en disant on impose un petit peu les critères. Donc, on avait en effet des critères d'origine française, des critères de qualité supérieure avec les logos du label rouge du poulet fermier, mettre en avant quand même l'élevage traditionnel parce qu'on sentait que c'était quelque chose qui montait, donc avec élevé en plein air, élevé en liberté. Et puis une notion de traçabilité, puisqu'il y avait forcément cette notion de transparence et d'identification des produits. Donc on était quand même sur des choses, on va dire une réponse, on a identifié une attente, on a essayé de répondre de façon précise avec un item, et plutôt de le travailler d'une façon marketing. Et puis, en effet, dans les années 2010, pardon, pas 70, les années 2010, il y a eu des actions sous la pression des ONG, il faut dire ce qui est, en effet, notamment L214, qui a quand même fait un peu bouger le monde de la distribution. Il y avait aussi la réglementation qui arrivait avec, en effet, la reconnaissance de l'être doué de sensibilité. Et puis, cette prise de conscience des politiques sur les EGA avec préparation des filières et des plans, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, sur la partie plan de filière. Et donc, en effet, des distributeurs, donc j'en ai cité Monoprix, qui s'engage à arrêter les œufs en cage qui prend l'engagement en 2013, nous en 2016 et d'autres actions. Donc, la réponse à ce moment-là, c'était une interdiction
dire, bah voilà, on va interdire, il y a une réaction, on va dire, assez basique, je fais blanc ou noir. 2018, enfin 2015-2020, c'est la prise de conscience, une vraie prise de conscience de façon globale. Il y a toujours les campagnes de sensibilisation et pression accrue qui s'accélèrent, à la fois, on va dire, auprès de l'opinion publique. Hein, il y a eu des actions nombreuses. J'ai retrouvé une campagne d'affichage de L214 dans le métro pour dire il y avait déjà cette notion de climat qui apparaissait, mais aussi, surtout, le bien-être animal. Et puis, il y avait aussi, on va dire, des mises en place de classements, comme le BBFAW, qui permettaient de challenger un petit peu aussi les entreprises entre elles. Et clairement, entre distributeurs, on n'aime pas bien être dernier, ou voilà. Donc, forcément, on essaye de bouger et de répondre à ces objections. Mais ça a été aussi une période où il y a eu, ça a été souligné par CIWF, c'était aussi une période où il y a eu beaucoup d'accompagnement, notamment de beaucoup d'ONG, pour forcément faciliter ou mieux prendre en compte ces choses, puisqu'on est des commerçants avant tout, et donc on ne connaît pas toutes les subtilités de l'élevage, et donc il a fallu aussi qu'on apprenne et qu'on se forme à ce genre de choses, et donc les ONG ont contribué à ça. Il y a toujours eu cette petite pression, en effet, quand même, de dire faut quand même prendre des engagements forts pour faire changer les choses. D'où, en effet, des engagements pris sur le Better Chicken, avec Carrefour qui a pris l'engagement en 2020, nous en 2019. Et puis, en effet, j'aurais tendance à dire, d'un côté le bâton et de l'autre côté la carotte, avec des actions de valorisation pour mettre en avant, en effet, les choses positives. Et donc ça a aussi un changement fondamental dans nos façons de travailler, c'est-à-dire que on a commencé à réfléchir sur comment on va intégrer ça dans nos cahiers des charges, sans être plus des obligations de résultats, mais aussi des moyens, et de faire changer un petit peu la donne. Et pour la petite anecdote, moi j'avais été surpris, puisque j'avais participé à une remise des trophées en bien-être animal à Londres en 2000, je sais plus, 10 ou 14. Et j'avais été surpris, c'était la première année, je crois, que des éleveurs chinois avaient reçu un prix du bien-être animal pour du porc élevé sur paille. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc même à l'étranger, il y a des choses qui bougent. C'est pour ça que je dis, en effet, je me suis dit par rapport aux questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'étranger, il faut en effet qu'on soit vigilant, parce qu'il y a forcément des choses qui sont intéressantes à l'étranger. Après, autant à nous de travailler pour qu'en effet la valorisation soit faite et mise en avant auprès de nos consommateurs. Et puis vers un engagement élargi. Et là, en effet, on s'est dit, le bien-être animal, c'est un vrai sujet, il faut qu'on le prenne à bras-le-corps. Et donc, on doit, en effet, trouver des solutions, d'où aussi la participation de distributeurs au sein du LIT. Donc, il y a Carrefour, il y a nous, pour se dire comment on appréhende ces sujets-là, en complément de ce qu'on pouvait travailler avec les ONG, pour trouver des solutions et accompagner les éleveurs. Et puis, en effet, il y a eu besoin de mesurer et standardiser, donc avec l'initiative AEBEA sur l'étiquetage, pour se dire, en effet, c'est aussi un sujet de communication auprès du consommateur qu'on doit valoriser. Et puis derrière, en effet, c'est communiquer et accompagner. Et beaucoup d'enseignes ont pris le pas en disant, en effet, il y a un vrai sujet autour du bien-être animal, avec des politiques sur le bien-être animal de façon globale, mais aussi des actions ponctuelles ou d'accompagnement. Donc le cas de Lidl qui a financé des projets pour la transition de l'élevage porcin. Donc il y a des vraies actions, et donc on va au-delà du produit pour en effet valoriser plus cette démarche de bien-être. Donc on voit bien que cette prise en compte du bien-être animal dans le cahier des charges, elle évolue, on va dire, d'obligation de moyens à je change ma façon de travailler. Et concrètement, alors je ne connais pas tous les distributeurs, donc j'en connais un, Magasin U, et je vais vous expliquer un petit peu comment on a travaillé de façon concrète. On va dire pour un produit U, on a un cahier des charges classique, donc j'ai mis un beau dessin avec plein de trucs, parce qu'en effet c'est une bible. On aime bien, en tant que distributeur, mettre plein de contraintes, plein d'exigences. Et donc c'est un petit peu, il y a les exigences réglementaires, et puis il y a les exigences minimales pour nos produits, que ce soit U, Carrefour ou autres. Et puis on va mettre les interdictions des substances controverses, on va faire un certain nombre d'obligations autour des vigilances, on va mettre des audits, on va mettre des panels, des plans de contrôle. Voilà, on va faire un beau pavé pour que ce soit, on va dire, le plus, pas complexe, mais ça nous garantisse un certain nombre de choses par rapport aussi aux attentes des consommateurs. Et puis derrière, on va aussi rajouter des spécificités qui vont être additionnelles et qui vont rentrer en compte pour valoriser les produits auprès du consommateur. Et donc nous, on a voulu sortir un petit peu de ce cahier des charges classique qui était, on va dire,
une façon d'imposer les choses auprès des industriels et puis du monde de l'élevage, en essayant d'avoir une approche un peu différente et de se dire, en effet, ce cahier des charges, il existe toujours, il existera toujours pour des contraintes réglementaires et d'exigences qualité. Mais derrière, nous, on a voulu, pour intégrer cette notion de bien-être animal, aller plus loin avec une démarche filière. Et donc, cette démarche filière, elle est pour nous, on l'a initiée depuis, en effet, les années 2010-2012. On avait, en effet, vous avez cité la filière Porc Bio de France, c'était l'une de nos premières filières. On a commencé à faire de la filière sans le savoir, on va dire. Sous on va dire un point de départ assez basique, c'est que on voulait valoriser du porc français bio, mais on n'en avait pas. On avait fait le constat, on avait du jambon qui était conventionnel en VPF, et puis en porc bio, on ne trouvait pas la matière. Et donc on s'est mis autour de la table avec les éleveurs pour construire une filière, et dans cette construction de filière, on a intégré ces sujets de bien-être animal et d'évolution, on va dire, du cahier des charges. Et donc cette démarche filière, elle a vraiment une logique de démarche de progrès et continue qui vient compléter, on va dire, les cahiers des charges produits, en intégrant en effet ces cahiers des charges de production et surtout une démarche de progrès. Parce qu'on voit bien, ce qui a été évoqué, c'est qu'il n'y a pas une définition du bien-être. Donc on pourrait dire, je prends la définition du bien-être et puis j'applique mes critères de cahier des charges. J'ai bien aimé l'intervention que vous aviez en disant, de toute façon, ça bouge tout le temps. Donc, oui, et ça montre que les solutions, il faut qu'on les fasse bouger et qu'on soit interactif dans la construction de notre démarche. Et donc, on a des cahiers des charges de production avec un certain nombre de critères, mais on intègre dedans des chartes de progrès, intégrant les conditions de vie, l'environnement, le bien-être et l'alimentation. Et puis, en effet, on parlait de coûts. Et dans ces démarches, on essaie en effet de l'intégrer parce qu'on considère que il faut en effet que la filière porte une partie de ce coût et qu'elle soit transmise à l'ensemble des maillons. C'est un temps très long, donc ça veut dire aussi que c'est de l'anticipation, c'est l'intégration de toutes ces données pour qu'on puisse en effet travailler dans le long terme et que ça ne peut pas se décider du jour au lendemain et qu'en effet des engagements, ça prend du temps et on peut être aussi amené à les revoir parce qu'il y a des incompatibilités ou des difficultés techniques. Et ce n'est pas que sur l'amont, c'est-à-dire que ces sujets de bien-être animal, on voit que c'est souvent l'élevage qui est concerné. Je vais vous donner un exemple. Sur le porc, le sujet de la mutilation, de l'arrêt de la castration, ce n'était pas le fait des éleveurs, c'est le fait de la distribution. Puisqu'il y avait une position de la distribution qui disait « nous, on refuse dans nos magasins d'avoir des viandes issues de mâles entiers parce qu'on considérait qu'il y avait un risque olfactif à la cuisson. Et donc, il y avait ce dogme qui était de dire « jamais on intégrera des produits de ce type-là dans nos rayons ». Donc il y a des distributeurs qui ont franchi le pas avec une coopérative, notamment Cooper, qui a commencé le sujet. Et nous, en interne, il a fallu, entre guillemets, pas se battre, mais travailler cette culture de changement pour expliquer à nos chefs bouchers que on pouvait le faire. Et donc on a été un petit peu sournois sur ce point-là. C'est qu'on a fait des tests, on a envoyé des produits avec, c'était Terena qui nous accompagnait sur ce sujet-là. On a envoyé les produits dans nos magasins, on leur a rien dit, et on a fait le point en disant, voilà, on veut vous parler de l'arrêt de la castration des cochons. Et nos magasins nous ont dit, non, on ne veut pas en entendre parler. C'était trop tard, on l'a fait, on vous présente les résultats, et ça n'a rien changé du tout. Donc il y a aussi des choses qu'il faut qu'on change, et c'est aussi le sujet de... Ce sujet de bien-être animal, il doit être intégré dans les cahiers des charges de façon transverse, mais vraiment avec cette notion de collaboration. Et je pense que c'est ça qui fait aussi le changement le changement de fonctionnement en interne. Je vais vous prendre aussi une autre logique, un autre exemple, c'est l'amélioration de notre poulet. Aujourd'hui, on va dire, notre entrée de gamme, c'est du standard. Et en effet, on va dire, c'est aussi Terena qui nous accompagne sur ce dossier-là. On s'est posé depuis un petit moment sur le fait de dire comment on intègre ces notions de bien-être animal de façon progressive, en intégrant en effet tous les critères de production et en allant dans le temps et en respectant le temps de la mise en place et en essayant d'améliorer les dispositifs. Et donc on a en effet travaillé sur l'enrichissement du milieu, l'éclairage, l'espace, donc la densité, l'âge de l'abattage et la souche. Globalement, on est à date, on ne va pas se mentir, on est quasiment à 90% de l'atteinte des objectifs et de respect du BCC. On a encore un sujet qui est la souche, où aujourd'hui on n'est pas encore prêt à franchir le pas. Alors techniquement on sait le faire, mais on a encore un sujet économique à gérer. Et ça, il faut qu'on l'intègre parce qu'en effet c'est une vraie difficulté. Pour information, la marque EU que vous voyez, le poulet U, c'est 50% de notre rayon, de l'assortiment de notre rayon.
Donc ça veut dire que c'est des changements forts et impactants, donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi à n'importe quel prix, parce qu'en effet, le consommateur, il faut qu'on l'amène à changer, et ça, aujourd'hui, on n'a pas trouvé les clés de lui faire basculer les choses simplement et sans prendre trop de risques sur la viabilité du chiffre d'affaires d'un rayon boucherie-volaille. Pour la petite anecdote, quand on fait des changements de packaging, des fois on se prend des tôles, c'est-à-dire qu'on peut perdre 30 à 40% du chiffre d'affaires parce que le consommateur a perdu parce qu'on a changé simplement la couleur de son étiquette. Donc imaginez quand on change fortement des produits avec des promesses différentes et un changement de prix, le risque il est quand même assez important. Donc c'est pour ça qu'on est assez frileux et qu'on n'a pas trouvé les outils ou les moyens pour accompagner le consommateur dans ce changement. Pardon. Donc ça, c'était plutôt un travail qui a été fait sur le long terme. Et puis, on a eu une autre démarche. Pour le canard, on est parti d'une feuille blanche. On s'est dit, on a fait évoluer le poulet pour améliorer ses conditions et travailler sur le bien-être. Là, on s'est dit, il faut qu'on travaille différemment. Et on a totalement intégré dans les cahiers des charges et dans l'appel d'offres de ce produit-là les notions de bien-être animal autour des 5 libertés. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander à nos partenaires pour travailler ce sujet-là, intégrer directement dans la construction du dossier pour, en effet, aller directement vers du bien-être animal. Et donc, on a totalement revu le dossier. Aujourd'hui, historiquement, le marché du canard en France est plutôt du canard de barbarie, sur de la volaille libre-service. Et là, on a travaillé sur une souche différente. Donc, c'est du canard pékin qui sort à l'extérieur, qui est aussi plus petit. Donc, on a aussi retravaillé l'offre produit. Et donc, on a repensé différemment le dossier pour que on intègre ces notions de cahier des charges directement dès le démarrage du dossier. Donc, ça fait bien voir que, quelque part, les évolutions ou ce qui s'est passé sur le bien-être animal, ça nous a permis les coups de pied qu'on a pris au début, ça nous a permis aussi de changer un petit peu notre vision des choses. Et je pense que ça a aussi permis de renouer contact et de travailler différemment avec tous les acteurs de la filière. Parce qu'on avait un sujet commun autour du bien-être animal, de dire comment on emmène ce sujet-là. Et on a dépassé la partie, on va dire, technique et de valoriser plutôt le travail collectif pour essayer de trouver des solutions et atteindre ces objectifs-là. Donc en effet, pour moi, là, on est passé d'une grande distribution qui est passée d'une position totalement défensive à plutôt une proactive. Alors tout n'est pas gagné parce qu'on a encore en effet des actions et je pense que ça peut repartir assez vite. D'une démarche d'une volonté de nous d'interdire un certain nombre de choses à une démarche de progrès qui permet pour moi beaucoup plus de sens et de travail collectif. Et demain, c'est comment on continue ce travail collectif en intégrant aussi les autres enjeux, parce qu'aujourd'hui, on nous dit de travailler sur le bien-être. Le climat arrive, et c'est comment on décarbone en respectant le bien-être animal. Donc c'est vraiment des sujets qui sont assez connexes, et je pense que ce qui nous a vraiment permis dans le bien-être animal, et ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est de modifier notre mode de travail. Et en effet, il y a 10-15 ans, j'aurais jamais pu penser à intervenir de façon ouverte comme ça, avec multi-acteurs de filière, et puis aussi de travailler avec d'autres distributeurs, des ONG, pour, on va dire, faire changer les pratiques agricoles. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter en termes de vision côté distribution. Merci. Et je ne répondrai à aucune question. Cool, Bertrand, c'est ça. Question. 11h58 quand même. J'ai pas osé le dire, mais timing parfait. Bonjour, Christine Richard, Terena. L'intervenant précédent disait qu'il considérait que si le consommateur avait l'information sur le bien-être, sur le packaging, et ça influençait son comportement. Prenez l'exemple des œufs, qui a quand même un tarif très réduit. Est-ce que vous avez la même approche ? Je pense que oui, ça fait partie des... Alors, aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est encore très marqué sur le prix, et tant qu'on n'a pas sorti de cette problématique du pouvoir d'achat, je pense que ce sera compliqué de l'emmener sur autre chose. Mais ça va s'atténuer, et donc forcément, tous les attributs qui vont permettre de valoriser différemment des productions, donc de valoriser le bien-être animal, alors que ce soit par l'étiquetage, mais aussi, je pense que c'est aussi tous les progrès qui peuvent être faits. C'est-à-dire que c'est au-delà de le produit est blanc ou noir, c'est qu'est-ce que j'engage et comment j'accompagne la transition. C'est l'histoire qu'on va raconter quelque part aux consommateurs autour du produit. Je pense que oui, il est prêt à l'entendre, et on le voit tout à l'heure, vous évoquez le sujet du bio où il y avait une baisse de production, une baisse de consommation.
La baisse de consommation, elle s'est faite certes parce que c'était cher, mais il y a aussi eu un phénomène, certains distributeurs ont arrêté la mise en avant du bio. Donc c'est mécanique, c'est-à-dire que si vous offrez plus le produit au consommateur, il ne va pas l'acheter. Nous, clairement, on n'a pas baissé la voilure sur le bio. On a certes un peu baissé, moins que les autres, et on repart de plus belle. Donc ça veut bien dire que si le produit est proposé au consommateur avec les bons arguments, il y a de fortes chances que le consommateur réagisse. Et on le voit aussi, en effet, dans les œufs. Alors, il y a aussi la différence de prix qui est quand même un peu plus faible. Donc, les consommateurs peuvent switcher plus facilement. Mais ça, c'est clair que si on peut le valoriser, il faut qu'on le valorise. C'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui, c'est que toutes les démarches qu'on enclenche autour du bien-être animal, on n'arrive pas à le communiquer aux consommateurs. Il faut attendre, en effet, la dernière étape de tout avoir pour pouvoir valoriser que le produit est bien-être animal. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça, de comment je valorise les efforts pour engager la transition, pour aussi, alors on parlait de consommateurs, mais d'inciter le consommateur à préférer ce produit qui, on va dire, est mis en œuvre par des producteurs qui transitent vers du bien-être animal, que d'autres produits qui sont moins chers ou qui viennent de l'étranger. On a du temps pour une autre question. Ah non, merci. pas monsieur. Dis pas de bêtises avant que j'ai dit quelque chose. Mais est-ce que tu vois, par exemple, à la coopérative U, sur les différentes initiatives de signalisation, que ça joue plus sur les substitutions intra-catégorie ou inter-catégorie? Alors là, c'est notamment Nutri-Score. Ce que tu veux. Ce que je veux. Oui. Enfin, je suis pas pénible. Donc... Non, mais enfin, c'est clair que si on prend le cas du Nutri-Score, on voit bien les effets dans la catégorie. C'est-à-dire qu'en effet, les gens vont regarder la qualité nutritionnelle du produit d'un plat préparé, il va aller vers la note la meilleure. Après, ceux qui achètent du fromage, ils achèteront toujours du fromage, ils ne vont pas arrêter de manger du fromage, même si c'est C ou D ou E. Donc je pense qu'en effet, c'est vraiment au sein de la catégorie que ça se joue et que la bascule entre les catégories, elle n'est pas encore faite. Et je pense que ça, c'est aussi parce que le consommateur, enfin, de mon point de vue, réagit par rapport à ses besoins et qu'il affine ses achats par rapport à ses besoins et à ce qu'il va en faire. C'est-à-dire qu'il a une capacité à aller acheter des très bons produits à un moment donné parce qu'il veut se faire plaisir, et puis aller acheter du premier prix parce qu'il va faire, je sais pas, une ratatouille et que voilà, si je mets la tomate premier prix, ça va bien aller dans ce que je veux faire. Donc il y a, entre guillemets, l'utilisation, l'achat du produit avec l'usage qu'il en est fait. Et donc c'est ça qui joue plus que, en effet, la bascule intra-catégorie, ou on va dire de l'étiquetage qui permettrait de basculer sur une ou des autres catégories. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, j'ai évoqué tout à l'heure les Pays-Bas où des distributeurs travaillent notamment sur l'intégration des protéines végétales en mix avec les protéines animales. C'est aussi chez les anglo-saxons quelque chose qui a commencé à développer. Je voulais avoir la perspective d'un distributeur français sur ce sujet. Alors on est sur le sujet, mais les changements des habitudes de consommation françaises, elles sont, enfin, je sais pas, ça doit être le français aime pas changer. On le voit bien, hein, dès qu'il faut changer des choses, c'est compliqué chez nous. Donc en effet, les bascules chez nous font très peur. Chez tous les distributeurs, prendre des gros paris de ce type-là, c'est impactant. Juste la petite anecdote, mais consommation des légumineuses en France, c'est 1,4 kg. Au début du XXe siècle, c'était 7 kg. En Espagne, c'est 7 kg. C'est 12 kg en Italie. Donc il y a des habitudes de consommation qui sont très différentes. Et comme je le disais, moi je mange des lentilles avec mon petit salé. Donc à un moment donné, il va falloir changer tout ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Après, on nous dit, en effet, on pourrait avoir des leviers forts sur, je joue sur la promotion, de dire je promeux plus des produits végétaux que des produits animaux. Clairement, c'est des sujets économiques qui sont complexes. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt en France, on va se le dire. Je pense que le panorama de la distribution française, ou l'agressivité de la distribution française, elle est réelle. Et que, en effet, si tout le monde ne joue pas le jeu en même temps, tout le monde se regarde et on va se prendre des sacrés gadingues si on le fait de façon dispersée. Je prends juste un exemple. Il y a quelques années, il y a l'enseigne Simply Market, qui était du groupe Auchan, avait fait le parti de pris de dire j'arrête les promotions et je fais du everyday low price.
Donc c'est-à-dire que je baisse les prix sur tous les produits. Eh ben, ça n'a pas marché, ils sont revenus à faire des promotions parce qu'ils ont vu qu'en effet, les produits, s'ils ne sont pas promotionnés à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc il y a des vrais sujets de ce type-là, et c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé les clés pour accompagner. On a un rôle en effet d'accompagner la transition, on va dire, vers la végétalisation de l'offre, mais il faut qu'elle se fasse par le consommateur, et on aura du mal à imposer les choses. Et puis je pense qu'on a aussi la vertu d'accompagner l'élevage. C'est un point important en France. Il faut qu'on le maintienne sur nos territoires. Merci beaucoup. Merci. On peut remercier Bertrand.